On va commencer. C'est bon pour tout le monde? Bonjour et bienvenue à la Sprint Review Easy Mesure 2013, donc, qui s'est déroulée du 28 avril au 19 mai. L'objectif du sprint précédent était de vous présenter un MVP de la nouvelle homepage EasyParts et du bloc technique donc pour les contributeurs. Aujourd'hui, le thème du sprint, c'est attention peinture fraîche parce que nous avons avancé donc sur la homepage et le bloc technique. Et Patrick Kremer, donc du service web, vous montrera les travaux réalisés et Frédéric vous parlera du bloc. Donc, comme d'habitude, le plan de la sprint revue, toujours une partie communication analogiste, EasyParts, EasyMesure, et on a rajouté une partie EasyParts Project que Dominique vous présentera tout à l'heure. Pour les supports utilisateurs, donc, comme d'habitude, nous avons répondu, enfin, surtout Thomas a répondu aux supports utilisateurs par mail national, mais également aussi à l'international. Beaucoup de supports. Non, mais c'est vrai, il y a eu beaucoup de supports ce mois-ci. Ouais. Je suis content que ce mois-ci soit terminé. Non, c'était toujours très intéressant, mais ça demande pas mal de temps. Ouais. Voilà. Sinon, Clarisse et Philippe Fourneré, donc du service formation, nous ont encore réalisé un super tutoriel sur l'utilisation d'EasyLogger. Donc, nous l'avons bien évidemment mis sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez le retrouver. Et vous pourrez également il parle, ouais. C'est Philippe qui parle? Oui. C'est Philippe, ouais. Il est là, Philippe? Non. Et donc, vous pouvez retrouver donc, tous les autres tutoriels qu'on a mis en ligne, mais également les sprint revues. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à les voir. Oh. Les rendez-vous EasyMesure. Donc, nous avons eu 3 rendez-vous EasyMesure pour l'ENSAM, l'Université de Paris-Dauphine et l'Université de Grenoble. Donc, pour rappel, les rendez-vous se font soit par les rendez-vous rénataires ou par Apperin. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Ça permet de discuter de quoi, donc, les rendez-vous? Pour faire du support, c'est ça? C'est pour faire du support sur EasyParts, EasyMesure, même analogiste. Ici, on fait un point en fait, complet sur l'installation EasyParts jusqu'à EasyMesure. Et c'est personnalisé. Avec qui on ne l'a pas fait. Et puis, si jamais ils ont des soucis, on regarde quels sont les soucis et puis on l'explique, on déparle. Et donc là, on passe à la partie EasyParts Project. Dominique, c'est toi qui vas en parler. Alors, oui, donc ce point-là, c'est pour montrer expliquer qu'on participe à la promotion interne d'EasyParts Project à travers le fait de la mise en place d'un logiciel qui s'appelle Xibo, qui est destiné en fait à la com interne. Donc l'objectif au niveau du projet, c'est de mieux faire connaître EasyParts, parce que les gens connaissent Bibliomap, mais ils ne voient pas forcément toujours ce qu'il y a derrière. Donc l'idée, c'est de faciliter le travail de la com en contribuant à l'installation de ce logiciel pour que nous, on puisse avoir notre créneau de com en interne. Et donc ça se passe en fait actuellement sur l'écran d'accueil, sur l'écran qui est à l'accueil, un écran, la photo elle est pas trop, mais ça c'est la photo de l'écran d'accueil. Voilà. Et donc on est en interaction avec la com, avec les services généraux et puis Cédric pour faire ça. Yannick, tu vas nous parler de la maintenance internationalisation ANG. Oui. Alors. Oui. Donc le sprint ayant été beaucoup et ponctué de vacances,
il va pas y avoir beaucoup de nouveautés à vous présenter, mais ce que je vous propose, c'est je vais refaire quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a fait dans la dernière review. Je vais vous montrer comment le flux comment le workflow avec d'une analyse, en fait, sur cette fois-ci un cas concret. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai localisé une plateforme qui n'est pas encore dans ANG, qui s'appelle PLOS, et qui a le mérite de mettre c'est un éditeur open. Voilà. Donc, on pourra trouver des trucs auxquels on a accès là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une carte pour ça dans le nouvel ANG et on va faire une ou deux analyses, histoire de montrer le truc de bout en bout. Oui. Donc, déjà, PLOS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier tout simplement que la plateforme n'existe pas encore en tant que carte Trello. Donc, si on recherche PLOS, on voit qu'elle n'existe pas encore. Et ce qu'on va faire là, on va se connecter afin de pouvoir la créer. Alors, j'imagine que je vais encore m'appeler Sylvie. Ouais. Alors, je m'appelle Sylvie, effectivement. Voilà. On va remettre ça ici. Ou plutôt ici. Voilà. Donc, on est parti. On va créer la plateforme. Donc, la première chose, c'est qu'on a une étape qui va nous demander d'entrer les différents domaines sur lesquels seront faites les consultations. Et ce truc ne veut pas partir. Voilà. Donc, si on va chercher un journal quelconque, en médecine par exemple, je vais prendre le premier journal qui me vient, celui-là. Donc, a priori, le domaine sur lequel sont faites les consultations, c'est celui-là, journalplos.org. Hop, donc on va le mettre ici, donc sans le HTTP, c'est un domaine qu'on va regarder. On le vérifie. Et donc là, on me dit clairement, le domaine n'a pas encore de parseur associé. Donc, on peut créer la plateforme en toute quiétude. Normalement, il n'y aura pas de doublon. Donc, on passe au suivant. Là, on va devoir rentrer le nom de la plateforme. Donc, elle s'appelle tout simplement PLOS. Abréviation, on peut dire que c'est PL. Pas pour PL. Au niveau de sa page d'accueil, on y était à l'instant. PLOS.org. Ensuite, suivant. Là, on va choisir le statut de la plateforme. Étant donné qu'on commence l'analyse de suite, on va la mettre directement en cours d'analyse. Et on la crée. Donc, on va être directement sur la page de la plateforme qui n'a plus directement les analyses. On voit les contributeurs. Forcément, j'y suis. Enfin, Sylvie y est, vu qu'on vient de la créer nous-mêmes. On a ici la page d'accueil, la carte Trello, et il y aurait potentiellement le lien GitHub dès qu'il sera rajouté dans la carte Trello. Et ici, on voit qu'il y a 0 analyse. Alors, du coup, on va aller chercher les analyses. On tombe sur une page vide, ce qui est tout à fait normal, et on va faire notre première analyse. Donc, on va cliquer sur Nouvelle analyse, logique. Voilà, et donc, on est parti. On va retourner sur la page de notre article. A priori, ici, on a accès à l'article complet en HTML. Et on voit qu'on a un superbe DOI dans l'URL. Donc, on va prendre notre URL, une copie. Ici, on consulte l'article. On met notre URL. Toc. On remarque qu'ici, il n'y a plus le bouton pour découper une URL. Ce qui fait maintenant, c'est que la première fois qu'on va mettre l'URL, dès qu'il va constater le changement, il va la découper tout seul s'il constate qu'il n'y a pas encore de choses au niveau des éléments de la route et de la requête dans l'URL. Sinon, généralement, on n'a pas besoin de recliquer plusieurs fois. C'est fait une seule fois maintenant. Donc, on constate ici que dans la query, on a un champ ID qui correspond au DOI. Hop là. Et donc, cette page, ça va être un article au format HTML.
Le Unit ID, quand on a un DOI, par principe, maintenant, on prend le suffixe du DOI comme Unit ID. Au niveau des champs reconnus, on va avoir donc un DOI qui correspond à ça. Et vous remarquerez qu'il y a des petits trucs qui pop là en bas à droite, parce que l'analyse est sauvegardée au fur et à mesure que je la fais. On va revenir en arrière. Hop. Et là, on va constater la principale évolution depuis la dernière fois. Tiens bon. Ah oui, effectivement, j'avais zappé. Les analyses ont maintenant donc une page de visualisation et une page d'édition. Sachant que la page de visualisation est donc un peu plus courte, plus condensée, plus facile à lire. Et donc, si je reviens en arrière, on constate que maintenant, au niveau de la page de la liste des analyses, on voit la personne qui a mis à jour en dernier l'analyse et quand est-ce qu'elle l'a mis à jour. Donc, il y a quelques secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle analyse. Cette fois-ci, on va faire le PDF qui est où, qui est là. Voilà. Donc voilà, là, on est d'accord, on a bien accès à l'article en PDF. Ah, c'est cool. Voilà. Donc, ici, consultation, article PDF. On va mettre notre URL. Hop. Donc, ici, on a de nouveau notre DOI. Et ici, a priori, c'est ce file qui correspond à une consultation de PDF. Donc, dans les champs reconnus, on va avoir notre DOI qui est le même ici, presque le même. Non, c'est bien le même. Donc, on a un DOI. Ici, ce sera toujours un article. Et cette fois-ci, ça va être du PDF. Et donc, pour le Unit ID, toujours la même chose, le suffixe de notre DOI qui est là. On revient en arrière. Et voilà. Donc, et on constate que la première analyse était il y a 2 minutes maintenant. J'ai mis 2 minutes à faire la deuxième analyse. Donc, je suis long. Donc, voilà, pour le workflow des analyses. Sachant qu'il va rester à mettre en place un petit détail qui est l'autocomplétion des champs, tout ce qui est AirType, MIME et les différents identifiants qui est le qui manque et qui peut et voilà. Donc, je vais repasser la main. Cette version, elle est en pré-prod actuellement? Cette version est en pré-prod. Ah oui, c'est vrai que on l'a pas en prod. Hein. On l'a pas en prod. Actuellement, elle est en pré-prod et quiconque en a envie peut venir s'amuser dessus sur ang-preprod.couperin.org en sachant que toutes les plateformes qui sont là, on voit qu'il y a 0 analyse sur à peu près tout parce que elle est branchée sur une copie de la. Voilà. On peut faire ce qu'on veut dessus, ça n'engage à rien, on peut rien casser de toute façon. Donc voilà. C'est branché sur une copie d'un board Trello. Oui, j'ai copié le board Trello de suivi des plateformes pour éviter que ça casse quoi que ce soit en fait. Et du coup, concernant les titres des analyses, là, vous avez pas essayé de normaliser les tout, parce que tu peux avoir consultation d'articles en PDF, consultation PDF, article en PDF. Enfin, en fait, c'est un peu les mêmes typologies d'analyse. Oui, effectivement. Il n'y a pas une normalisation ou même de fait entre vous pour essayer de dire quand tu es, je sais pas, en PDF, alors actuellement, il n'y a pas de normalisation particulière, effectivement, si ce n'est que vu qu'on n'avait pas encore la possibilité de savoir qui a modifié l'analyse en dernier et quand, on avait juste une normalisation à ce niveau-là. Le fait de rajouter ces initiales et la date d'analyse quand on reprenait une analyse existante, ce qui normalement ne sera plus nécessaire avec ça. En dehors de ça, on n'avait pas de normalisation particulière.
Je pense qu'il y a quand même les deux éléments en dessous, article PDF, article HTML. Ouais. Donc, tu veux dire, avec les deux autres champs, tu peux. C'est plus Après, simple. si après tu peux retrouver des choses. C'est plus simple. De la même manière, on analyse les paramètres de l'URL et s'il y avait incohérence entre ce que la personne a mis en titre et des éléments de. C'est pas tant pour ça. C'est qu'après, derrière, je pense que vous avez une base de données au Mongo ou je sais pas quoi qui enregistre tout ça. Donc, si après, tu veux, par exemple, connaître le nombre d'analyses sur les PDF, c'est aussi bien si tu as des choses un peu normalisées pour les comptages. Ouais. Tu vois, je veux dire, pour être capable de dire, voilà, actuellement, on a tant d'analyses, on a sur tant de machins, enfin voilà. Effectivement. Pour l'aspect des choses. Après, c'est vrai que le titre, généralement, est plus une méthode, comment je dirais, plus littéraire, entre guillemets, de dire, de condenser le R-Type et le mime, en fait. La réponse du voisin, parce qu'effectivement, avec l'articulage PDF, voilà, C'est intéressant d'avoir. oui, ok, je vois pas. Là, non, mais là, si tu es en dessous, c'est bien. Mais c'est vrai que ça pose la question du titre de l'analyse dont on pourrait presque se passer. Dans beaucoup de cas, on pourrait s'en passer un peu. Mais ouais, ça peut être une idée d'amélioration, de simplification d'interface. Ça permet d'ajouter des précisions quelquefois. Tu peux, Plusieurs URL pour accéder à un article en PDF. De préciser. Après, c'est vrai que là, j'ai choisi un cas. Sans des bases un peu techniques, un peu complexes quand même. Les articles, c'est assez sur Plus, c'est assez simple, mais il y a des bases quand même qui ont des types de contenus assez particuliers. Donc on le met dans un R-Type parce qu'on n'a pas le choix, mais pouvoir avoir le titre pour préciser en fait de quoi on parle exactement. J'ai eu quelques corrections où j'ai précisé dans le titre que autre forme de DOI. Donc c'est quand même intéressant. Alors dans ce cas-là, on pourrait envisager de pouvoir laisser le titre vide et qu'il soit auto-rempli par les éléments classiques. Par exemple, article PDF, on pourrait auto-générer consultation de l'article en PDF et puis laisser la main quand on a besoin de préciser, quoi. Mais ça, on peut en discuter plus en détail cet après-midi. Il peut y avoir sur certaines plateformes, par exemple, plusieurs manières d'accéder à un même article. Je pense aux plateformes, par exemple, plusieurs manières d'accéder à un même article et ça génère des URL différentes. C'était le cas sur l'Exis 360. On peut en parler. On continue? Et c'est l'idée de Thomas est bien. Ça permet déjà d'avoir une base normalisée et puis ensuite on précise. Bon, on continue, on passe à Analogis. Donc oui, Analogis. Donc là, on a repris le tableau des métriques qu'on n'avait pas fait le mois dernier. Donc il y a eu, d'après le script, une grosse évolution puisqu'on avait eu notre ami Popescu de Roumanie qui avait fait beaucoup de recensement de plateformes et des parseurs. Donc le total des plateformes aujourd'hui est de 352 par rapport au dernier chiffre qui était de 326. Le total de plateformes disponibles donc qui ont un parseur est de 188, anciennement 170, avec un taux de 55,49%. En ce qui concerne donc Analogist, et donc là, c'est la partie mise à jour des parseurs. On a eu à l'INIS la campagne pour le portail CNRS, la campagne de découverte. Ça nous a permis de revoir des plateformes et de les mettre à jour et aussi de créer des nouveaux parseurs pour pouvoir justement avoir des consultations sur les titres en découverte. Donc, pour IOP Science, on a fait une correction justement sur la reconnaissance d'une autre forme de DOI, donc un article PDF. Taylor et Francis, la reconnaissance aussi d'une autre forme de DOI qui n'était pas pris en compte par le parseur, aussi pour les abstracts. Cambridge University Press, là, il y a eu carrément une modification des URL chez l'éditeur. Et donc aussi un nouveau domaine. Donc on a refait des analyses pour les sommaires, les articles HTML et PDF. Et il nous reste une PKB à mettre à jour avec KB+. Pour Annual Review, on a aussi 2 nouvelles analyses pour une autre forme de DOI. Et pour Nano Nature, c'est une base de données qui est incluse sur l'éditeur nature.com. Donc on a fait des analyses pour cette base de données
et on a pu en déchiffrer des searches, donc des recherches, des références avec des identifiants DOI et aussi des références, mais là avec des identifiants propriétaires. Et enfin, OECD, c'est la plateforme donc, de Sciences Po qui est utilisée par Sciences Po. On avait envoyé un courrier aux contributeurs il y a maintenant plusieurs semaines pour leur demander leur avis aux personnes abonnées de choisir entre le article ou book section suite à une demande de Anna Couture-Rizzi. Et on a tranché, on a mis par défaut le RTIP article. Voilà. Et dernière chose, c'est pour iWire, on a fait aussi des corrections de consultation d'articles HTML PDF, notamment pour la société Society of Endocrinology. Et donc voilà, ça a été corrigé par Yannick. Et maintenant, je laisse la parole à Maxime qui va nous parler des nouveaux parseurs. Du coup, suite analyse au rendez-vous planétaire avec Magali Sivé et Finâtre de Paris-Dauphine, on a développé des nouveaux parseurs, notamment Stradalex. La distinction du RType en fonction des paramètres de l'URL. Grâce à un renvoi de fichiers, c'est-à-dire une liste de correspondance entre URL et RType et au log issu de Zlogger, on a pu clarifier leur demande et donc, désormais le parseur il reconnaît les articles, les book sections et les jurisprudences. Je me suis occupé aussi d'autres nouveaux parseurs. Donc dans un premier temps de RetroNews, qui est une plateforme réalisée par la BNF qui propose anciens journaux. Du coup, le parseur il permet de distinguer des recherches, des sommaires, différentes rubriques comme édito ou actualité, des article section au format HTML. Ensuite, je me suis occupé de Project Euclid, qui est une plateforme de mathématiques et de statistiques, qui fait partie de la campagne de découverte du CNRS. Le parseur il permet désormais de distinguer des sommaires en TOC, des résumés en abstract et puis des articles en PDF. Et enfin, le dernier nouveau parseur que j'ai ajouté, c'est Siam. Enfin, c'est pour la plateforme Siam, qui est une plateforme de mathématiques, mais pas de statistiques cette fois-ci. Elle fait aussi partie de la campagne de découverte du CNRS. Le parseur, du coup, il permet de distinguer les sommaires, les abstracts, les articles, avec une reconnaissance du DOI. Dominique. Donc oui, et pour expliquer un peu, faire une mise au point sur l'infrastructure technique. Donc au cours du sprint précédent, on vous a présenté un certain nombre d'URL. Le thème, c'était le déménagement. Donc maintenant, on a un nom de domaine qui s'appelle easyparse.org. Et donc là, c'est pour vous, c'est une documentation qui met un peu au clair sur quoi pointent ces URL. Et donc on voit qu'il y a des choses qui sont internes au projet, c'est ce qui est en vert, et des choses ce qui n'est pas en vert est externe au projet. En particulier, par exemple, le blog qui est géré par le web. Patrick en parlera tout à l'heure. Et puis la doc qui est chez Read the Doc. Alors, puis en bas, on a l'infrastructure ici. Et puis donc, infrastructure technique pour montrer que EasyParse et EasyMesure partagent des choses au niveau disque via des montages MFS. Et puis, on a aussi accès via un montage Samba, Sylvie, Fred et nous-mêmes, on peut accéder à des montages Samba qui nous permettent de déposer en particulier ce qu'on reçoit quand on reçoit des fichiers de log ou des fichiers d'événements de consultation. Voilà. C'est pour dire que la réunion, il faudra la relancer dans 2 minutes. Tu peux rester en mode gratuit. Je peux rester en mode gratuit, puis tu passes. Voilà, et là, c'est l'organisation des machines virtuelles. Donc, pour montrer combien on a de machines virtuelles dans EasyParse Project, donc il y en a 10 là, actuellement. Donc, Analogis, on a une machine de prod, une machine d'intégration,
des PVI. Pareil pour EasyParse. Pour Bibliomap, on n'a qu'une machine de prod parce qu'on n'a pas besoin de développement. C'est sur cette machine qu'on a installé le serveur Xibo dont je parlais tout à l'heure en lien avec la. Pour EasyMesure, donc on a 4 machines pour la prod. Je reviendrai dessus sur le transparent suivant, donc qui nous permettent de répartir le front et puis Elasticsearch. Et puis donc pour l'intégration, on a une machine. Donc actuellement, on a expérimenté des soucis de charge parce qu'on est en mode une seule machine pour chaque instance donc de easymesure.couperin.org et easymesure-prod. Donc notamment au moment des formations, il y a eu des problèmes de charge. Donc depuis ce sprint-là, donc tu peux passer au suivant, on a mis en place la charge, on a réparti Elasticsearch sur machine, donc une machine qui est master et puis 3 nœuds, donc qui font que ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pour vous dire qu'on avance et que les soucis qu'on a eus en termes de charge vont disparaître. Voilà. Par contre, dans le sprint suivant, on va passer du temps pour justement remettre tout sur la prod parce qu'on a séparé les choses. On a une partie, tout ce qui est externe, donc qui concerne les organismes, les universités, était sur la vraie prod et tout ce qui était en interne, donc avec Fabien, tout ce qui est VIP CNRS et tout ce qui était Istex était sur la pré-prod. Et donc, on va tout rapatrier sur la prod. Donc, c'est quelque chose qui va être, qui sera pas visible, puisque c'est un peu l'effet iceberg, mais qui nous demandera du travail pour le sprint prochain. Sinon, on en arrive après à la nouvelle homepage EasyParse. Donc, on l'a déjà présenté la semaine dernière, donc avec cette nouvelle URL easyparse.org. On vous avait présenté la homepage sous forme d'une image pour proposer un peu la charte graphique d'EasyParse. Donc, comme ça avait l'air de faire, donc on a transformé l'essai et donc c'est Patrick qui va nous parler de ça. C'est lui qui a travaillé là-dessus. Donc, on va passer directement sur la homepage, comme on vous l'a dit. Un petit contrôle pour définir. Alors, comme l'a dit Dominique, il vous a tout dit, de toute façon, on avait une image, une proposition qui a été faite, il fallait transformer ça en homepage pour le projet. L'home page est ici, on la voit, ça a été transformé, donc c'est une page unique. J'enlève par contre ça. Alors je mens un peu quand je dis qu'on est unique, parce qu'il y aura une version française et une version anglaise. Alors pour l'instant, c'est des textes qui n'ont pas encore été revus, qui étaient sur la maquette, qui seront traduits. Donc pour l'instant, l'anglais, c'est la même page, exactement la même page, mais sans traduction. Donc ça présente le projet. Ça parle d'analogistes, d'EasyMesure, de Bibliomap, entre autres. On a, si je recharge ici, voilà, un compteur qui est juste pour une petite animation pour vous donner les consultations, le nombre de jours, le nombre d'établissements, etc., le nombre de titres, toutes ces choses-là. Et en dessous, on a quelques liens qui permettent d'aller vers le mail, donc je ne vais pas le faire sinon j'ouvre le mail de Sylvie, d'aller vers Twitter, le compte Twitter, d'aller vers le compte Twitter, d'aller vers le compte Facebook, ici, et d'aller également vers la plateforme YouTube dont on vous a parlé tout à l'heure. Elle est ici. Voilà. Donc voilà un peu à quoi correspond cette page. Alors là, je suis un peu embêté, je vais faire un truc. Oui, je ne vois pas la barre.
tous les cas, je vais lancer ça. Elle ne veut pas venir. Il y a un petit problème sur notre barre, c'est pas grave. À part ça, on a aussi développé, j'essaie de la retrouver. Hop. Non, je ne la retrouve pas là. C'est une démo en live. Hein. Oui, c'est une démo en live, ça arrive. Et ça dépend aussi des navigateurs. Il y a des réglages encore à faire. Il y a encore quelques réglages à faire. Voilà ce qui a été également développé. Alors, le réglage est lié au fait qu'on utilise on a changé de nom de domaine. Donc voilà ce que j'ai également développé. J'enlève toutes les parties qui sont dessus. C'est la partie à voir, c'est uniquement la partie haute, c'est-à-dire la barre haute, qui sera intégrable à tous les projets qui parleront d'EasyParse. Donc cette barre haute, elle donne un lien vers la homepage, donc celle que je viens de vous montrer. Voilà. Elle donne un lien vers la documentation, EasyParse, un lien vers Bibliomap, ici. Vers les mesures, on n'a pas le lien pour l'instant, mais c'est prévu. On a un lien vers la démo, voilà, vers Analogist, et vers le blog, dont parlera tout à l'heure Frédéric. Évidemment, tous ces... je vais le faire ici, sur celle-là, pardon. Hop. Tous ces développements sont responsive en théorie. Donc, si on diminue la taille de notre écran, j'arrive pas plus que ça, mais bon, si on diminue la taille, on arrive à avoir, vous voyez ce que ça donne, hop, et on arrive à une taille comme ça sur téléphone, on arrive à descendre jusqu'à à peu près 400 pixels, que ce soit pour la home page ou pour la barre que l'on a vue, la barre qui s'intégrera sur tous les sites. Donc, il faut oublier la partie bleue qu'on voit ici. Et ici, sur cette barre, on aura également les mêmes liens qui vont vers YouTube, Twitter, Facebook, GitHub, qui n'était pas tout à l'heure, et le mail. Voilà, donc je vais laisser Frédéric parler du blog. On va faire une petite pause juste avant. Oui. Les chiffres, là, ils sont dynamiques, ils sont dynamiquement modifiables. Non, ils ne sont pas dynamiques. Ils sont statiques, ils sont dans le site. Hein. Ils sont dynamiques, hein, tu as vu. Hein. Parce qu'il y a 112 plateformes, alors que tout à l'heure, oui, il faut les changer dans le site. Comme j'ai dit, c'est une one page, donc il n'y a pas derrière de CMS, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est du HTML, CSS et un JavaScript pour faire tourner les sites. C'est ça. On est en train de mettre, oui, de faire se rejoindre les choses et il y aura moyen de le faire. Donc, on va faire une pause. Parce qu'en fait, comme on est sur Zoom, il n'y a qu'une demi-heure. Donc, on va faire une petite pause. Le lien pour avoir la deuxième partie de la réunion est sur Twitter. Pour les personnes qui sont distantes, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Et on... Ok. Le temps de changer de session et on repart. Pause technique. On va sur le Oui, c'est en haut. Là, tu peux t'arrêter avant. Tu arrêtes la première, je pense. Sinon, Mais oui. Arrêtez en haut. J'arrive pas le voir. Dis-moi où. En haut, tout en haut. Voilà. C'est vrai, ça sera le nouvel enregistrement. De toute façon, les